On a tous déjà vécu ça, non? Ce moment où il faudrait juste dire « j'avais tort ». 3 petits mots, et pourtant c'est parfois mission impossible. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien aujourd'hui, on va plonger au cœur de la psychologie fascinante qui se cache derrière nos excuses. Voici le plan pour cette exploration. On va commencer par ce qu'on pourrait appeler l'art de l'excuse. Puis, on va creuser pour voir le conflit interne que ça cache. Ensuite, on verra comment on se met en quête d'un responsable, ce que ça nous coûte vraiment d'avoir raison, et enfin, on terminera sur la liberté qu'on peut trouver en affrontant nos propres échecs. Allez, on commence. Première partie, l'art de l'excuse. C'est notre premier réflexe, quasi instinctif, dès que quelque chose dérape. On en revient donc à cette question centrale. Qu'est-ce qui rend cette petite phrase si lourde à porter? La question a l'air simple, mais la réponse, eh bien, elle nous plonge directement au cœur de la psychologie humaine. C'est ce qu'on va explorer. D'ailleurs, comme le souligne Margaretha Hannes dans son analyse, c'est un des vrais défis de notre époque. Le problème n'est pas seulement qu'on a du mal à reconnaître nos torts, c'est qu'on a tendance à chercher très, très activement à un autre coupable à blâmer. Bon, maintenant, allons voir un peu plus en détail ce qui se trame là-haut, dans notre tête. Deuxième partie, on va parler d'un concept absolument clé pour tout comprendre. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Alors la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est une idée proposée par Leon Festinger en 1957. Pour faire simple, c'est ce sentiment de malaise, cette tension intérieure qu'on ressent quand ce qu'on fait ne correspond pas du tout à ce qu'on croit. Et notre cerveau, ça, il déteste. Il va donc tout faire pour résoudre cette tension. Le processus se déroule en général en 3 étapes. D'abord, un conflit apparaît. Puis cet inconfort psychologique s'installe et il peut être vraiment intense. Et pour s'en débarrasser, notre esprit a 2 sorties de secours. Soit il change carrément ses croyances, soit, et c'est souvent la solution la plus simple, il invente des justifications pour que l'action paraisse cohérente. Prenons un exemple à grande échelle pour que ce soit bien clair. D'un côté, une croyance fondamentale, la violence, c'est mal. De l'autre, une action, mener une guerre. Le fossé entre les deux est immense. Comment l'esprit fait-il pour combler ce vide? Eh bien, voilà comment. On ne dit pas « nous commettons des actes violents ». On réécrit complètement le récit. On va dire qu'on se bat pour une cause plus grande, pour la libération, pour la démocratie. La violence devient juste un outil pour un bien supérieur. Et voilà, la tension disparaît. C'est toute la puissance de la justification. Ok, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais comment ce conflit interne se manifeste à l'extérieur? Ça nous amène directement à la 3e partie, la fameuse recherche d'un bouc émissaire. C'est un phénomène que l'anthropologue René Girard a beaucoup étudié. Le mécanisme du bouc émissaire, c'est quand un groupe se décharge de sa propre culpabilité sur un individu ou un autre groupe. En le punissant, on a l'impression que la justice est faite, que le problème est résolu, et ça évite au groupe de se regarder en face. En désignant un coupable tout trouvé, le groupe s'épargne la tâche bien plus ardue de s'interroger sur sa propre part de responsabilité et surtout de faire les efforts nécessaires pour changer son comportement. Et il faut bien comprendre que ce mécanisme n'est pas juste une théorie abstraite. Il a des conséquences très concrètes dans notre société. Ça peut alimenter toutes sortes de phénomènes, de la cancel culture au discours de haine, tout simplement parce qu'il est souvent plus facile de boycotter ou d'accuser que d'avoir un vrai débat et d'affronter des idées qui nous dérangent. Tout ça nous amène à la 4e partie. Parce que vouloir avoir raison à tout prix, ça a un coût. Un prix caché, mais un prix bien réel que nous allons maintenant explorer. C'est le paradoxe central de toute cette histoire. On pense que les excuses nous protègent, qu'elles préservent notre image ou notre tranquillité d'esprit à court terme, mais en réalité, elles nous empêchent de grandir. Chaque excuse est une occasion manquée d'apprendre et de mûrir. Alors, comment on fait pour sortir de ce cycle? La dernière section nous propose une piste, une voie philosophique pour avancer, inspirée par le penseur Karl Jaspers. Jaspers, lui, fait la distinction entre 3 types de culpabilité. D'abord, la culpabilité morale. Ça, c'est personnel. C'est quand on trahit sa propre conscience. Ensuite, la culpabilité existentielle. C'est notre passivité face à l'injustice, le fait de voir quelque chose et de ne rien faire. Et enfin, il y a la culpabilité métaphysique, qui est liée à notre condition humaine, à notre co-responsabilité dans la souffrance du monde. Comprendre ces nuances, c'est le premier pas pour assumer sa part de vérité. Et le but ultime de cette démarche, ce n'est pas de devenir parfait, non. C'est d'atteindre ce que Jaspers appelle l'authenticité. Et l'authenticité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le courage d'affronter consciemment ses propres limites, sa propre part de culpabilité et ses échecs.
Et on termine sur cette pensée très forte de Jaspers. Elle nous rappelle que la véritable liberté, ce n'est pas de se cacher derrière des excuses pour faire ce qu'on veut. Non, la véritable liberté, c'est de se confronter à la vérité de qui on est et de ce qu'on a fait. C'est dans cette vérité, aussi difficile soit-elle, que se trouve le chemin vers une liberté beaucoup plus profonde.